Allez, aujourd'hui on va mettre les pieds dans le plat. On va coder la version Android de notre application Flutter. Je vais vous montrer comment je suis passé de rien du tout à ceci qui apparaît à votre écran. Le logo de l'application. Oh, ça fait tellement plaisir. Je lance comme ça et normalement ça va charger. On va me demander la localisation, j'autorise. Et là ça charge. Et voilà, ça fonctionne. Si jamais vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, n'hésitez pas à le faire. Je vous mets une playlist en fiche si jamais ça vous intéresse. J'en profite aussi pour rappeler que vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Et oui, vous l'avez sûrement déjà entendu beaucoup de fois celle-là. Mais bon, allez, faites-le. C'est pour soutenir, ça fait plaisir, etc. Ça me motive le matin, vous savez, Non, c'est totalement faux. Là, c'est faux totalement. Allez, c'est parti. Let's go. Avant de commencer, petit rappel. L'application qu'on va devoir coder doit coller le plus possible au design que nous avons fait précédemment. De plus, pour la fonctionnalité, voici ce qu'on va devoir faire. Fournir les données météo à l'instant T, c'est-à-dire température actuelle, minimale, maximale et conditions météo. Fournir les données sur les 24 prochaines heures et les prochains jours. Concernant ces derniers points d'ailleurs, nous serons limités à 3 jours du fait de l'offre gratuite de Weather API. À la base, on voulait 7 jours, mais bon, quand on n'a pas d'argent, on se tait. Je peux pas vivre sans argent. C'est l'idée. Bien sûr, ça c'est pour nos features principales, mais si on veut rajouter autre chose, ce sera toujours possible en fonction de l'évolution du projet. Je rappelle aussi, oui, pas mal de rappels dans cette vidéo, que tout le code du projet, il est disponible sur GitHub en fait. Code accessible à tous, etc. Lien en description si jamais ça vous intéresse. Yo, présent, c'est que du montage. J'avais oublié de le dire dans la vidéo, mais sachez que le lien de l'application Android du coup est disponible en description si jamais ça vous intéresse pour tester. Vous pouvez l'installer et voilà. Pour l'instant, elle n'est pas disponible sur le store. Je la mettrai plus tard. Ce sera pour l'autre vidéo de déploiement sur le store Android. Allez, à toutes. J'en profite aussi pour faire un petit disclaimer. La version du code que vous pourrez voir sur GitHub n'est pas forcément collée à ce que je vais vous montrer maintenant. Bon, l'idée reste pratiquement la même. Hein. Peut-être j'ai fait quelques modifications pour corriger des trucs, etc., etc. Mais il y a toujours les commits que j'ai pu push, etc. pour que vous puissiez vous repérer, revenir à une version si ça vous intéresse. Bien, on va pouvoir commencer. Let's go. Avant toute chose, nous allons devoir organiser notre projet. Et pour cela, on va partir d'un principe tout simple. Séparer ce qui relève de l'interface de ce que l'utilisateur voit des données et traitements effectués en fond. Bien sûr, je vous le dis comme ça, peut-être vous voyez pas, mais vous allez voir. Je vais vous donner un exemple. Supposons que j'ai un bouton. Un joli bouton. Un mignon petit bouton. Et que j'ai envie de le rendre plus grand ou plus petit, ou de modifier son texte ou sa couleur. Peu importe. Je le fais et là, nous n'arrivons pas à récupérer les données météo. What the fuck, man? Ça n'a aucun rapport. Eh bien, vous venez de tomber dans le piège classique de mettre tout au même endroit. En mettant tout au même endroit, il y a plus de risques que lorsque vous effectuez une modification sur quelque chose, cela impacte autre chose qui n'était pas censé impacter. Bien sûr, vous pouvez dire comme ça que ouais, mettre un exemple, il y a un peu chaud. Comment ça se fait que moi, je vais modifier l'apparence de mon bouton et ça va toucher la récupération des données? Certes, vous aurez raison. Dans ce petit cas, ça semble un peu probable. Non, tu te trompes. Dans une code base, souvent, il peut y avoir plusieurs personnes, quelques équipes, peut-être même toi tout seul, tu vois. Et tu te dis, ouais, je vais modifier telle partie, tu te rends pas compte que, ah mais en fait ici, non, il fallait pas modifier parce que ça impacte telle autre partie, j'avais oublié. Là, tu vois que tu es bien embêté en fait quand tu essaies de faire des modifications. Tu aimerais juste pouvoir faire les modifications, être libre et partir quoi. C'est pour cela que l'idée c'est de séparer. Et un cas très classique, c'est de séparer les interfaces des données. Pourquoi? Parce que ainsi, je peux modifier l'interface, le visuel, sans pour autant que les fonctions qui sont censées récupérer les données ou autres soient impactées. Elles sont à leur place, bien truc. Il n'y a pas de possibilité que je modifie là-bas et tout ira bien. Bien, après tout ce blablatage, nous allons pouvoir passer à une phase plus concrète. Pour mettre ça en place plus concrètement, nous allons organiser nos dossiers de la façon suivante. Nous allons avoir un dossier View pour les composants visuels de l'application, tout ce qui est bouton, test, etc., etc. Nous allons avoir un dossier modèle pour les modèles de notre application qui sont des structures de données, c'est-à-dire ce en quoi le JSON qu'on va récupérer de l'API va se transformer pour qu'on puisse le manipuler dans notre code en données plus palpables, et le contrôleur qui va faire des requêtes à l'API, prendre le JSON, le transformer en modèle et ensuite permettre qu'on puisse le récupérer pour la vue. Nous aurons aussi un dossier common pour tout ce qui est fonctions utilitaires qui sont utilisées un peu partout dans le projet. Les connaisseurs verront la ref au MVC. Bien, avec ça on peut dire qu'on est prêt. Objection!
Ah oui, j'avais oublié un petit truc. Les providers. C'était me demandant provider, ils sortent dans ce thème d'un coup. En fait, ces providers-là, ils vont nous permettre de pouvoir facilement partager les données que nous avons récupérées via notre contrôleur à tous les widgets de notre interface utilisateur. Ainsi, ces données seront synchronisées et depuis à chaque modification, cela impactera tous les widgets qui en dépendent et ils seront reconstruits automatiquement. Et pour se servir de la puissance des providers, nous allons passer par un package que vous allez ajouter à notre projet, le package provider, que nous allons récupérer de PubDev, la bibliothèque de package Dart et Flutter. Vous pouvez voir comme l'équivalent de PyPy de Python, mais en Dart, Flutter, c'est tout. Bien sûr, lien en description. Vous savez, chaque fois que je vais parler d'une dépendance, tout sera en description pour aller sur la page du package, voir les instructions, etc. Bien, une fois ceci fait, on a rajouté un provider et du coup on a un nouveau dossier provider. Après avoir fini de s'occuper des providers, nous allons créer un dossier asset dans lequel nous allons entreposer tout ce qui est images, son qui seront utilisés dans notre projet. On n'oubliera pas de rajouter le chemin vers ce dossier dans la partie asset de notre fichier de configuration puspec yam. Sinon ceux-ci ne seront pas utilisables. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au code. Yeah! L'écran est noir, il n'y a rien. Pour notre page d'accueil, on va commencer soft. Nous allons avoir notre barre en haut transparente, notre bouton Burger Menu à gauche, ainsi que notre background avec un gradient bleu. Pour pouvoir gérer tout ça, nous allons partir de scaffold qui nous permet d'avoir une structure de base pour notre page. À ce scaffold, nous allons assigner une app bar qui va servir de barre en haut transparente et qui va aussi contenir notre bouton Burger Menu. Bouton qui va pouvoir être lié à un autre widget qui lui s'appelle Drawer et qui sera affiché une fois qu'on appuie sur le bouton. Ensuite, on part au niveau de notre code utilitaire. Nous allons pouvoir créer les différentes variables qui vont contenir les couleurs de notre application. Pour cela, rien de plus simple, nous allons partir de la classe Color qui va nous permettre de mettre les différentes couleurs dans un format RGB. Il suffit juste maintenant de récupérer les valeurs RGB de notre design et les appliquer à nos différentes variables. Ici, nous avons les différentes couleurs que nous avons prévues pour notre application. Ensuite, on peut facilement reproduire le gradient via une liste. Et voilà, nous avons ce qu'il faut. Il reste plus qu'à appliquer ça à notre page d'accueil et voici le résultat. Mais bon, ça reste plutôt vide. On a encore plein d'autres composants à ajouter. Occupons-nous des modèles, contrôleurs et providers. Pour les modèles, ce sont simplement des classes qui vont structurer nos données. Et un modèle, il a des attributs, qui sont des propriétés spécifiques à ce modèle. Si nous prenons l'exemple d'un modèle nommé personne, eh bien on suppose qu'une personne a un âge, une taille, etc. etc. Tous ces éléments-là, ce sont des propriétés qui seront utilisées comme attributs. Aussi, chacun de nos modèles devra avoir une fonction qui va nous permettre d'obtenir une instance de ce modèle via des données JSON et vice-versa, ainsi que d'autres traitements si nécessaire. Notre premier modèle sera Weaver Data qui va contenir toutes les données métaux, c'est-à-dire tout le JSON qui sera renvoyé par l'API. Celui-ci va dépendre d'autres modèles pour des raisons pratiques et aussi parce que c'est mieux de diviser pour pas avoir un gros fichier avec plein d'éléments partout. Et les modèles en question, ça sera location pour les données de localisation de l'utilisateur, current weather pour les données de météo courantes, donc à l'instant T, hourly forecast pour une prévision horaire et daily forecast pour une prévision journalière. Et pour notre contrôleur qui sera ici Weaver Data Controller, donc on aura un seul. Ce contrôleur, il va devoir faire une requête, récupérer la donnée dans un format JSON, le transformer en Weaver Data avant de le retourner. Pour l'instant, on va utiliser un JSON de test pour plus de facilité, mais plus tard, on pourra modifier la fonction pour une communication réelle avec l'API. Et concernant nos providers, on n'en aura qu'un seul vu qu'il n'y a qu'un seul contrôleur, donc ce sera Weaver Data Provider. Ce provider-là, il va communiquer avec le contrôleur pour récupérer les données et les sauvegarder dans une variable qui sera ensuite utilisable pour tous les widgets de la vue. On notera la présence de Notify Listener qui permet de notifier à tous les widgets qui dépendent du provider. Sois tranquille, je vais te mettre à jour. On n'oubliera pas d'ajouter notre provider à la base de notre application afin qu'il soit accessible à tous les widgets de la vue. Dans mon cas, ça sera My App. Bien, il est temps d'ajouter tout ce qu'on a fait à notre page d'accueil. Vu que notre application communique via une requête, donc une fonction asynchrone, nous allons utiliser un Future Builder. Ce Future Builder, il va pouvoir lancer la requête, attendre le résultat avant d'afficher certains éléments.
Et pour que l'utilisateur sache qu'il y a un temps de chargement, nous allons utiliser une animation via le widget Circular Progress Indicator. Nous allons aussi préparer un message d'erreur pour le cas d'échec ainsi qu'un bouton pour pouvoir relancer la requête. On aura aussi un petit message de succès. Et une fois qu'on a tout ça en place, voici le résultat. Il me suffit de modifier le chemin pour mettre un chemin erroné pour pouvoir simuler une erreur. Et quand je lance l'application, je vois que la page d'erreur apparaît bel et bien. J'ai mon message d'erreur ainsi que le bouton. Si je modifie le chemin pour mettre un chemin correct et que je relance la requête, je vois que le message de succès apparaît bel et bien et que nos données sont chargées. Maintenant qu'on peut accéder à nos données, on va pouvoir s'occuper réellement de nos composants. Mais avant ça, oui, encore, il faut qu'on s'occupe des polices d'écriture. Tout comme les couleurs, c'est encore facilement gérable. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de créer des variables qui vont contenir nos différentes polices. Moi, pour plus de facilité, je me sers de Google Fonts. Comme ça, je peux directement récupérer les polices telles que je les ai définies dans mon design. Une fois que j'ai fini tout ça, il y a toujours un point qui me chiffonne, les icônes. Vous savez, les icônes, c'est un point qui est très important dans une application. Ça permet de véhiculer une information sans qu'on ait besoin de le dire à l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur voit une icône de nuage, il comprend que le temps sera nuageux. S'il voit une icône de soleil, il comprend que le temps sera ensoleillé. Ainsi de suite. Donc ces icônes, on doit les faire. Et en premier lieu, je me suis dit que je vais faire ces icônes, il y a des éléments open source, etc. Mais je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop long à faire. La charge de travail est énorme. Donc, je vais plutôt utiliser les icônes fournies par notre fournisseur de données Weaver API. Donc, au niveau de notre application, comment ça s'est manifesté? Tout simplement, on va télécharger ces icônes avant de les afficher. Et pour éviter le téléchargement inutile, car ça serait con de retélécharger encore une deuxième fois des icônes qu'on a déjà téléchargées auparavant, j'ai mis en place un système de cache qui permet de sauvegarder ces icônes-là. Pour pouvoir faire fonctionner ce cache, j'ai dû ajouter le package Pass Provider qui permet d'accéder au stockage réservé à l'application sur l'appareil de l'utilisateur, ainsi que le package HTTP pour faire les requêtes. Et une fois codé, voilà ce que donne le bousin. Tout se passe en grande partie ici dans cette fonction getWeaverIcon. On regarde si on a l'image dans notre mémoire. Si on ne l'a pas, on part la récupérer soit sur internet, soit dans le stockage, en fonction de si on l'a déjà ou pas. On n'oubliera pas de la rajouter ensuite dans notre mémoire pour pouvoir facilement y accéder plus tard. Vous voyez, aussi simple que ça, tout con. À cela, on va associer un widget dédié à l'affichage de nos différentes icônes qui lui aura besoin de code de l'icône associée ainsi que de s'il fait jour ou non, car les icônes peuvent différer en fonction de s'il fait jour ou pas. Bien. Fini de présenter le système de cache, on va pouvoir passer à nos composants. Je vais m'occuper du composant lié aux données météo courantes qui doit ressembler à peu près à ceci, ainsi que le composant lié aux prévisions horaires qui doit ressembler quant à lui à ceci. Je vais aussi ajouter un truc que j'ai oublié au moment du design, c'est, vous voyez la barre en haut de notre application, ça serait bien d'y mettre la région dans laquelle se trouve l'utilisateur. Ça sera un point intéressant. Donc on va s'occuper de ça et on se voit tout de suite. Bien, après avoir fini de coder tout ça, on se retrouve avec ce résultat-là. On a bien notre localisation en haut via le widget Location View. On a bien nos données courantes via le widget Current Weather View, ainsi que les données liées aux prévisions horaires via le widget Hourly Forecast View. Et pour le code, je vous mets ça rapidement pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble, comment c'est structuré. Bien, on va pouvoir passer maintenant à la suite. Bien, il va nous rester à nous occuper du widget concernant les prévisions journalières qui ressemble à peu près à ça.
et le widget concernant le footer juste en bas avec un petit test, voilà les sources, ainsi de suite. Mais avant ça, je vais aborder des points importants. Vous voyez par exemple le widget de prévision journalière, on aura besoin de savoir, ok, il faut qu'on affiche le jour de la semaine, mais en quelle langue? Car oui, en français par exemple, on a lundi et en anglais, il faudrait qu'on ait Monday, tout simplement. Tu parles anglais? Of course, I speak English, man. T'as appris comment? Je regarde les films. Et des fois, je parle avec des touristes, mais je comprends rien. Donc, il faut qu'on ait cette langue-là. Une fois qu'on l'aura, ça nous permettra aussi de gérer la date et heure. Car oui, pour ceux qui l'auront remarqué, la date en français et en anglais aussi, c'est pas la même chose. Il y a donc tout un système d'internationalisation à mettre en place. Aussi, il faut qu'on puisse avoir des messages différents en fonction de la langue. Les messages qu'on va présenter à l'utilisateur comme des messages d'erreur. Ou par exemple la partie feels like de mon widget de données météo courantes. Il faut que ça devienne ressenti en français. Vu comme ça, on peut se dire, mais attends, mais c'est compliqué. Est-ce qu'il faudra qu'on fasse un widget pour chaque langue, qu'on modifie le test et qu'en fonction de la langue, on affiche tel widget, etc. Eh bien, pas besoin de faire aussi compliqué. On peut rester très simple, car c'est un problème vieux comme le monde. Donc, des solutions ont déjà été mises en place. On va se servir de packages comme Intel. À ne pas confondre avec Intel et à ne pas confondre avec Itel. D'ailleurs, ils sont encore vivants, eux. Le téléphone était sympa, hein. Pas cher, le téléphone du pauvre. Donc, redevenons sérieux. Donc, il faut qu'on ajoute aussi le package Flutter Localization. Avec ces packages, on va pouvoir gérer notre problème. Le premier va nous permettre d'obtenir le jour de la semaine en fonction de la langue de l'utilisateur. Pour cela, il faudra fournir une donnée de type local. Ce genre de données présente un code pour le pays ainsi qu'un code pour la langue. Car oui, pour ajouter une difficulté, il faut aussi garder en tête que la façon dont une langue est parlée, genre les usages, etc., peuvent être différents en fonction des pays qui utilisent pourtant la même langue. Par exemple, l'anglais américain, c'est pas le même anglais que l'anglais britannique. Une chose à ajouter, c'est que ces codes ne sortent pas de nulle part. Ils ont été mis au point par l'Organisation internationale de la normalisation, ou ISO. Ici en particulier, les noms impliqués sont l'ISO 639 pour le nom des langues et l'ISO 3166 pour le nom des pays. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que je vais m'emmerder à faire des codes pour chaque pays et chaque langue? À quoi ça sert? Eh bien, à des fins de normalisation, tout comme l'indique le nom de l'organisme. Ainsi, peu importe le pays, partout dans le monde, peu importe la langue, si je te fournis par exemple le code de langue EN, tu sais qu'en français ça correspond à anglais et en anglais ça correspond à English. Comme ça, on sait qu'on parle tous de la même chose et c'est très pratique en informatique. Comme ça, on a juste à fournir le petit code et on sait, ok, du coup, il faut afficher ça ou bien il ne faut pas afficher ça. Bien sûr, je vous laisse en description différents sources si jamais vous voulez approfondir. Je tiens aussi à rajouter que pour le package, on peut aussi s'en servir pour obtenir une bonne façon de formater les prix en fonction des pays et des langues. Car oui, ça aussi c'est un délire. Parfois la monnaie peut se trouver à droite, parfois à gauche, parfois il faut faire tel signe au niveau des décimales. C'est un autre délire. Mais grâce à ce package, on peut aussi formater tranquillement nos trucs. Bon, pour notre application, ça ne sera pas utile vu qu'on n'affiche pas les prix, mais je tenais à le signaler. Encore une fois, source encore en description. Donc une fois qu'on a fini de prendre notre petit package, pour notre besoin, on va avoir deux fonctions utilitaires, get day of week et get hour, quel chacun il faudra fournir le timestamp qui est le nombre de secondes écoulées depuis époque où le 1er janvier 1970 à minuit 0 minutes 0 secondes et millisecondes. Avec ça, j'ai réglé le souci concernant la date et l'heure en fonction de la langue de l'utilisateur. Il nous restera à voir par rapport au message. Pour cela, on va se reporter à la documentation de Flutter concernant l'internationalisation. Bien sûr, lien en description pour ceux qui veulent avoir plus de détails. On va essayer de résumer très vite. Ici, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de créer des fichiers dans lesquels on va préciser des clés et à chaque clé sera lié un message. Ensuite, au niveau de notre code, on pourra importer un package qu'on aura généré via Flutter Localization et avec ce package, on pourra récupérer nos différents messages en mettant juste la clé comme ça. Une fois tout ça mis en place, on arrive à ce résultat. Et comme on peut le voir, notre application, les différents tests s'affichent en fonction de la langue de l'appareil. Et si jamais je pars dans les paramètres, modifier la langue, et que je reviens sur l'application, on voit que tout est traduit en fonction de la nouvelle langue que nous avons mis. Si vous voyez que certains messages ne sont pas traduits, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il y a certaines données qui dépendent de l'API et qui ne dépendent pas de nous.
Donc c'est pas à nous de les traduire. Une fois qu'on aura une véritable API avec laquelle communiquer, on fournit la langue et on nous renvoie les messages en fonction de la langue de l'utilisateur. Mais vu qu'on a reçu des données de test en anglais, du coup il y a certains messages qui vont rester en anglais. C'est normal. Comme petit ajout, j'ai ajouté un effet de flou au niveau des bords du widget des prévisions horaires. Je me suis dit que ça rendrait le truc un peu sympa. Bien, maintenant qu'on s'occupe de tout ça, on va pouvoir passer à notre footer. Donc je vous reviens dans quelques instants. Bien, voilà notre footer. Si je clique dessus, je vais directement sur le site de Weaver API. En effet, il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'en ai aussi profité pour pouvoir mettre en place de quoi récupérer la localisation de l'utilisateur via le package Geolocator, ainsi qu'un processus en fond pour actualiser les données de temps à autre. Voici comment ça se présente. Au démarrage de l'application pour la première fois, on demande à l'utilisateur si on peut accéder à ces données de localisation. Si jamais il dit non, du coup on affiche un message d'erreur pour lui dire que on ne peut pas continuer. Il peut essayer d'appuyer pour rafraîchir la page et il y aura de nouveau le petit message. Si là, il dit non, on ne pourra plus lui redemander. Il sera obligé de partir dans ses paramètres pour autoriser l'application à accéder aux données de localisation. Mais si jamais il dit oui, tout se passe bien, on récupère la localisation et on peut continuer. Niveau code, voilà comment se présente un peu la fonction pour récupérer la localisation. Et concernant l'actualisation des données, voilà aussi à quoi ça ressemble. Aussi, autre effet intéressant que j'ai rajouté, c'est que tu peux scroller vers le bas, tu maintiens comme ça et puis tu relâches et puis ça va recharger la page. Et au niveau du code, ça ressemble à peu près à ça. Un point important à garder en tête, si vous utilisez des timers en DAD, surtout des timers périodiques, il faut que vous gardiez la référence pour pouvoir le détruire plus tard. Par exemple, dans un cas, si jamais la page est détruite, on voudra que le timer soit détruit aussi et qu'il ne continue plus. Called Reality. internal pointer variable. What is this? Internal. Quoi? T'es encore là? Vidéo aussi longue, toi tu irais jusqu'au bout, quoi. C'est dinguerie, ça. Bon, je suppose que t'as bien aimé la vidéo, du coup. Du coup, abonne-toi, like, voilà, etc. D'ailleurs, commente en commentaire, cornichon. Allez, assez rigolé, passons, revenons au sérieux. Bien, avec ça, on peut dire qu'on a déjà une application plutôt fonctionnelle. Mais il reste encore à faire. Il faut qu'on polish notre bébé. Vous voyez comme un diamant. Un diamant à la base, il est brut. Il sort du carbone. Il faut qu'on le polisse. Comme ça, il devient tout doux, tout brillant comme ça. Et l'idée que j'ai en tête, c'est de mettre en place un écran de paramètres. Car ça serait bien que, par exemple, l'utilisateur puisse changer la langue de l'application. Qui décide soit que ce soit la langue du système, ou français ou anglais. Ou choisir l'unité de température. Pour l'instant, on a juste le Celsius. Mais ça serait bien qu'on ajoute le Fahrenheit. Parce qu'il n'y a pas que le Celsius dans la vie. Et qu'on puisse laisser l'utilisateur choisir le nombre de minutes qu'il voudrait entre chaque mise à jour. Donc je pense qu'on va coder ça et je vous présente ça. Allez, à toutes.
ce fut long, mais j'y suis arrivé. Je vous montre ça. Donc, quand on lance l'application, on peut appuyer sur le bugger menu. Et une fois sur le bugger menu, qu'est-ce qu'on voit? On a différentes options. Soit un bouton paramètres, soit en bas, on a un petit test où on a une dédicace. Je me suis dit que ça serait sympa. Quand vous appuyez sur la dédicace, vous êtes directement redirigé sur mon portfolio. Il y a en description pour les intéressés. Si on voit sur l'écran des paramètres, on a différentes options. On a par exemple la langue de l'utilisateur. Si je la modifie, vous voyez que c'est bien modifié. Si je reviens en arrière, on voit que tous les tests ont bien changé. Je reviens, ensuite je peux changer la température. Je change la température, vous verrez que ça sera plus en Celsius, mais ça sera désormais en Fahrenheit. Si je modifie le temps qu'il faut entre chaque mise à jour, ça sera aussi pris en compte. On arrêtera le précédent timer et on mettra un nouveau. Et là, si j'attends le temps qu'il faut, One eternity later. eh bien, on remarque que dans notre console, les données ont bien été récupérées. Donc, on en a fini avec notre page de paramètres. Bien, on est vraiment bien avancé notre projet. On a fait tout ce qu'on voulait. Mais on n'a toujours pas de nom ni de logo. C'est quand même bizarre, ça. Donc, j'ai commencé à y réfléchir. J'ai mis mes petites mains au travail et je suis arrivé à quelque chose. Roulement de tambour. Et tada, voilà notre logo. Il est tout beau, n'est-ce pas? Tout mignon, tout sympathique, etc. etc. Pour le moment, j'ai choisi Sora. Sora pour ciel en japonais. Ça me semblait cool. Et j'ai profité pour faire quelques modifications, comme rajouter communication avec l'API réelle. Et je pense que l'application est prête. Je vais donc pouvoir vous la montrer. Vous montrer un peu le bébé, à quel point il est devenu incroyable. Ça me touche tellement de voir à quel point nous sommes arrivés là. Ok, donc là, normalement, vous voyez l'écran de mon téléphone. Donc, si j'ouvre, je descends. Normalement, vous verrez, voilà, le logo de l'application. Oh, ça fait tellement plaisir. Je lance comme ça, et normalement, ça va charger, on va me demander la localisation, j'autorise. Et là, ça charge. Et voilà, ça fonctionne. Là, on peut bien voir les différentes icônes. Là, c'est encore en train de charger. Là, si je tourne, voilà, vous voyez, j'ai les prévisions et les prévisions journalières. J'appuie ici, voilà, ça va me ramener à, voilà, Rever API. Je reviens aux applications. Ensuite, je peux aller à paramètres, je peux modifier la langue et ça s'applique bien comme prévu. Donc, on peut considérer la version Android comme réussite. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et partager, ça nous fera toujours plaisir. On a un channel WhatsApp où on partage les insights, les trucs de la chaîne, comment est-ce qu'on développe nos petites vidéos, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre, lien en description. Le projet est encore loin d'être terminé. Là, on a juste une version Android. Le but, ça sera après de faire fonctionner ça sur les différentes autres plateformes. Ensuite, gérer le responsive, etc. Et aussi, on verra pour le déploiement. Donc, n'hésitez pas à continuer à suivre et on se retrouve à la prochaine. Merci de votre attention. C'est Zazu. Ciao!